c'est un projet d'aventure de traversée de la France en ligne droite, du point le plus au sud au point le plus au nord. Et en fait, pour essayer de rester le plus proche possible de l'azimut, on s'est mis une contrainte d'un couloir de 5 km, donc 2,5 km à l'est, 2,5 km à l'ouest. Et l'idée, c'est de ne pas sortir de ce couloir. Sur un coup de moins bien, on a failli sortir du couloir. Puis il y aura du coup des sections qui se feront en mode trail. Et puis d'autres en mode vélo, VTT, en fonction en fait, du terrain. Donc on s'adapte vraiment en fonction de ce qu'on va trouver, un peu comme en raid d'aventure. Et moi l'idée du projet c'était vraiment de tout faire avec des cartes. Ça demande beaucoup de concentration, donc ça génère forcément plus de fatigue. T'es en galère à trouver un passage là. Cette journée c'était là, je pense, c'est la plus dure. Apparemment il y a quand même pas mal de courants dans la Loire et le vent qui vont dans la même direction. Là on est vraiment chez des gens. On se posait la question de savoir quand c'est que notre corps allait s'acclimater. Aïe aïe aïe! Ah les petits doigts de merde! On arrive à l'aéroport. C'est vraiment l'orientation qui permet cette liberté-là. Fleury, on s'est connus il y a une quinzaine d'années, je pense, au lycée. En fait, on était en section sportive course d'orientation. Et donc on a fait l'internat ensemble, en fait on était dans la même chambre d'internat au lycée. Et après du coup on a fait pas mal de compétitions ensemble, d'entraînement, et puis on est devenus vraiment copains. De la bande de copains, c'est celui qui a toujours le plus des projets un peu fous, des idées qui nous font un peu rêver, mais où on n'ose pas forcément y aller. Partir du point le plus au sud, tracer un azimut qui part plein nord et où on arrive au nord de la France, c'est une particularité géographique qui est dingue, quoi. Fleury, du coup, il est accompagnateur en montagne. Donc ouais, l'orientation, c'est un domaine qu'il connaît bien. Et une autre partie de son boulot, c'est camrunner. Donc en fait, il filme les courses de très très haut niveau. Il filme des portions pour essayer de faire des lives et faire suivre la course aux spectateurs. Donc l'idée d'Azimut Nord, en fait, je l'ai eu il y a 3-4 ans, et c'est vraiment en me repenchant dessus ces dernières années, parce que j'ai fait d'autres projets d'aventure avant. Oh, il y a un feu. Nice to meet you. J'ai recommencé à me replonger dans les cartes, à regarder les tracés, et à proposer à quelques copains. Et finalement, Pierre, lui, il a accepté de tout faire. Pierre, il travaille dans l'événementiel et sur la partie course d'orientation de pose de parcours permanent. Donc il est aussi entraîneur en course d'orientation. Donc il est vraiment baigné dans ce milieu et c'est vraiment un passionné. Corentin, lui, il va nous faire le suivi assistance avec du coup du matos dans le camion et puis les vélos pour qu'on puisse faire les transitions. Corentin, donc c'est mon frère. Il travaille comme cartographe, donc des cartes de course d'orientation. Puis du coup, on avait partagé un projet avec Corentin, on avait fait la traversée de la Norvège, donc c'était notre premier projet d'aventure en fait, en 2022. Ça nous avait pris 83 jours, il y avait eu 3000 km. Et donc là, il était là pour nous assister sur les zones de transition. On va avoir 3 zones d'assistance. Au début, on attaque par 150 km à pied, après on a une première assistance. Ensuite, on enchaîne avec 270 km de VTT, donc on a une deuxième assistance à ce moment-là. Ensuite, on refait une centaine de kilomètres en trail. Et ensuite, on a une troisième assistance et parce qu'on finit en gravel. Donc il y a 3 zones d'assistance tous les 2-3 jours, en gros. L'idée, c'est aussi de se laisser porter et on ne sait pas en fait quelles vont être nos fins d'étape, on ne sait pas exactement comment on va vivre la chose. On ira pas, on est d'accord. On est au point le plus au sud de On est France. bien là. Ça fait plaisir. Et après, c'est parti. Pour les chicos. Et on est parti pour 1300 km avec la carte. Et ben ça y est, on y est. Jour 1, 50 km et un peu plus de 2000 mètres de dénivelé. Programme alléchant de la première journée. On est vraiment porté par cette première journée, on est assez euphorique en fait de démarrer ce projet, donc on passe quand même des bons moments.
Première chute. Ça commence bien. Ça commence très bien. Tu veux voir le cul? El culo est. Bon là, sur cette première section tout terrain, on s'en sortait bien au début. Mais là, ça commence à être bien teigneux comme terrain. Donc, par là. Putain, ça fait un quart d'heure, on dit qu'on arrive bientôt au chemin et... Ah, il est content là. Par contre, on est trempé. Et ça va, ça a l'air très encaissé pour descendre. Mais le ruisseau a pas l'air énorme, on devrait passer. Ça, c'est Marc, elle nous... c'est en train de nous sauver. On avait tenté un endroit et on pensait pas qu'il y avait des chemins, mais on a dit c'est un chemin de chasseur ou je sais pas quoi. Et du coup c'est bien, ça nous permet de passer en forêt aisément. Alors que sur la carte, il n'y avait rien du tout. Puis il y a un gros cours d'eau là à côté. Pourquoi pas. Ah, le combo brouillard-pluie régale. On devrait pas tarder à trouver une piste normalement. Par là-bas. Là, on vient de passer Batera. On attaque la montée, la dernière montée de la journée vers col de la Sierra à 1007. Il y a de la neige. Putain, là, il y en a. Aïe. On arrive au point le plus haut. Ah, ce matin ou hier soir, on s'était dit que quand on serait là, on tiendrait le bon bout de l'étape. Ouais. Mais bon, Il reste 10 encore bornes. 10 bornes quand même. Et on a fait, là j'ai 35 à la Montras. Au dernier col, là, dans la neige, on prend le temps un petit peu au col de faire une petite photo, discuter, etc. Et puis on commence à avancer, et puis là d'un coup Pierre il me dit putain j'ai oublié mon bâton. Putain, mais ça se passait bien jusque-là, là. Bon bah, Allez, à tout hein. à toutes. Allez. Allez. Tu vas avoir des bornes toi aujourd'hui. Petit point sur ce départ du deuxième jour. Il y a le dos qui tient un peu. Les jambes aussi. Et les orteils aussi. Ah ouais. Les petits doigts de pied, c'est terrible. Mais on attaque sous la pluie, mais normalement là-bas il y a le ciel bleu. Allez. Donc il devrait faire beau après. On est en train d'aller chercher notre premier semi-marathon de la journée, mais on se posait la question de savoir quand c'est que notre corps allait s'acclimater. Fleury il me dit que Entre sur 5 ces- et 10 jours. sur ses aventures précédentes, au bout de 5-10 jours, le corps s'habitue. Mais du coup, nous, on a 5 jours à pied, 5 jours à vélo. Donc la question est, est-ce que le corps s'acclimate et s'habitue à pied ou au bout de 5 jours d'effort? Ce serait dur. Enfin, quand j'ai planifié le projet, j'ai posé une date. Je venais de me faire opérer de la cheville. Je me suis fait une rupture de la syndesmose, donc opération de la cheville en octobre. Ce qui fait que j'ai repris vraiment l'entraînement en février et on est parti le 24 mars. Donc j'ai jamais été très serein sur le fait de savoir si j'allais être prêt physiquement. Enfin, on s'entraîne quotidiennement, quoi. C'est quasiment tous les jours, très peu de choses près, tous les jours on s'entraîne. Pour se préparer pour une aventure comme ça, on peut pas se dire bon bah là pendant 3 mois je fais 10 heures de sport par jour, quoi. Ça marche pas comme ça. Ça couplé avec notre entraînement, notre passif, ça fait 20 ans peut-être ou 15 ans en tout cas qu'on s'entraîne de manière très régulière. Et du coup tout ce volume d'entraînement, toutes ces séances d'entraînement, c'est à ce moment-là qu'elles servent. Moi j'ai été blessé un peu en janvier-février, j'avais une douleur à l'ischio et c'est sûr que moi je suis un peu plus du style à douter que Fleury, ça peut vite empirer et ouais ça ferait chier de s'arrêter à cause de ça, quoi.
Là, il y a la voie ferrée qui est en face là, mais Joder de joder, il faut Là, passer. elle trempe pied. Bon bah, allez. Non mais là, c'est la jungle là. Il va où? Qu'est-ce qu'il fait? Ah. Non mais là, c'est pas humain là. Allez putain, je suis bloqué là. Ouais, j'arrive à me relever. Ah, je suis dans l'eau là. Aïe aïe aïe. Putain, mais c'est des ronces en fait au milieu des branches. Oui, il d'avoir un passage. Le short. Il y aurait laissé un bout de short dans la jungle. Je dis que ça a croustillé. Putain, mais t'as tout éboulé là. Oui, j'ai tout éboulé. T'es un chien. Regardez, on est passé là, on est juste venu de là-bas. On a voulu traverser, tuk. Mais c'était la merde. Oh, c'est les 50 mètres les plus longs de ma vie. Et on arrive à passer, à rejoindre la ligne de chemin de fer, et là on se dit, oula, si on a plusieurs sections comme ça va être compliqué. Et c'était que le début en fait. C'était juste une petite annonce de ce qu'allait être la suite de notre journée. Le petit coup dur. Fais chier. Tout content de retrouver un chemin. Après ce bordel. J'imagine du coup pas le... Oh ouais. Là ce qui nous inquiète c'est que en face là-bas dans la montagne il faut qu'on arrive à trouver un espèce de passage parce que sur la carte il n'y a aucun chemin. Du coup il va falloir qu'on se fraye un chemin comme on se l'est frayé là, sauf que là pour faire 50 mètres on a mis un quart d'heure, sachant que là-bas il doit y avoir une borne. On n'est pas sorti de l'auberge. Bon, là on galère un peu. On n'arrive pas à passer. Moi j'ai trouvé un petit truc là. Mais Fleur est descendu plus bas, essayer de trouver le chemin. Donc on va voir ce que ça donne. On était bien sur un sentier. Enfin un sentier de chasseurs. Et là il n'y a pas trop de passage ici. En fait c'est un endroit qu'on avait bien identifié sur la carte. C'était une longue portion où il n'y avait pas de chemin. Et donc la veille, on avait essayé de regarder un peu les photos aériennes, voir si on ne trouvait pas des traces, parce qu'en fait c'est de la garrigue du sud, il faut s'imaginer, c'est de la végétation hyper agressive, hyper dense. Et donc sur la photo aérienne, souvent on arrive à distinguer un peu où les chasseurs, ou les petits passages en pierrier. Bon, là l'objectif c'est le col là-bas, mais c'est la jungle. Là, on est dans la merde. On est dans la merde là. La sauce. On va y en dessous. Allez, faut monter. C'est la merde. Ça avance pas du tout. C'est quoi cette merde? On est au bout. On a passé, je pense, la section la plus difficile. L'ordre d'idée, c'est qu'on met à peu près 2 heures pour faire moins d'1,5 km quoi. Donc c'est vraiment hyper exigeant. On rit nerveusement de fatigue et on est excédé, quoi. On n'en peut plus, par moments on crie. Enfin, c'est dur. Aïe, fin d'étape, 60 bornes. C'était long, sec. 11 heures quasiment. C'est comme des luchos. Et les jambes, elles ont ramasse. Hein. Moi je l'ai quand même bien apprécié, même avec du recul, même le soir même en fait, je me disais ouais, c'est trop bien ce qu'on est en train de vivre. Enfin, c'est génial de passer des moments comme ça et toujours d'essayer de garder cet azimut, quoi, d'essayer de garder cette ligne droite et de se dire c'est pas si évident que ça là dans le hors-sentier. Allez, 55 bornes au programme normalement aujourd'hui, à peu près. Ça va être dur et long. On a le corps qui tire, les orteils qui font mal. Moi, je commence à avoir mal à une hanche. Mais on avance en fait. Les kilomètres, ils passent. Donc, on reste vigilant sur notre carte. Et à un moment, on prend une mauvaise décision. On part un peu sur la droite. Et on se retrouve dans ce que nous on appelle en rentrant un vallon, une espèce de ruisseau. Très encaissé. En haut là? Ouais. Je crois pas. Et là en fait on y passe 45 minutes à faire je sais pas 500 mètres quoi. On rejoint une route et puis après on arrive à tracer jusqu'à la fin d'étape. Et aussi on a la chance d'avoir Raph et Corentin du coup qui viennent à notre rencontre. Donc Raph c'est un copain
qui va faire quand même, qui a prévu de faire pas mal de jours après avec nous. Ça va? La petite qui je la vois la tête de cramé. Mais nous on est cuits, enfin, on regarde où c'est où on peut courir. À chaque faux plat descendant, on se dit qu'on doit courir, c'est le minimum. On court vraiment comme, on court mal quoi. Je sais même pas si on peut appeler ça de la course. Ce qui est le plus marrant, c'est que tu fais pas exprès. Bonjour. Retrouver le VTT là pour les 2 prochains jours. Donc mentalement déjà ça fait du bien. Mais surtout pour me dire que je vais arrêter de courir et de prendre des chocs dans tous les sens, quoi. De ramasser là avec le sac une dizaine de kilos et pendant 12 heures courir ou avancer à un bon rythme en bosse, etc. Mais là, on a les duvets, on a le matelas, on a de la bouffe pour 3 jours. Surtout en fait on va pouvoir se reposer parce que là quand on est en descente à pied, en fait on est obligé de courir donc musculairement c'est impactant. Alors qu'en fait quand on est en vélo, en VTT, en descente on peut se reposer. Et ça fait quand même une grosse différence. Enfin, aujourd'hui, on a 270 km à faire en 2 jours en VTT, donc voilà, faut les faire. Mais là, sur de la route, beaucoup de route, ça sert à avancer vite, je pense. Prendre bon dénivelé parce que comme on doit rester dans le couloir, ça va monter, descendre, monter, descendre. Que bonito! On est euphorique, on avance bien. Tout le début est très roulant. Jusqu'à arriver en haut à un sommet où on trouve Philippe, quelqu'un qui suivait l'aventure, qu'on ne connaissait pas forcément en avance, et qui habite là, qui est tout content de nous faire découvrir son pays. Un magnifique chemin dans une belle forêt, des beaux passages avec des beaux rochers, des petites cascades. Mais il y a un truc qui est hyper frustrant, c'est qu'on a une de sacoche de sel accrochée à notre selle du coup, et vu qu'elle est assez longue, on ne peut pas se mettre en arrière. Sinon, on se boite vers l'avant et on fait des beaux soleils. Si tant est que j'avais un honneur, je l'ai laissé en haut de la bosse, je pense. On remonte sur le plateau et on va rebasculer vers le lac de Saint-Père. On va faire gaffe à traverser, on sera en bordure extrême est du couloir. On aura 5 mètres de marge. Donc là on est vraiment très focus sur la carte, de savoir où est-ce qu'on est exactement, où est-ce qu'on est là, à telle intersection, à quel moment on doit couper hors sentier pour pas qu'on sorte du couloir parce que c'est vraiment une de nos préoccupations premières, notamment en VTT parce que ça va vite globalement. Ça, on retrouve Augustin, le fils de Philippe, qu'on connaissait toujours pas, mais qui était super sympa aussi, et qui a décidé de partager un bout de chemin avec nous. Il suivait l'aventure. Là, en gros, on enchaîne depuis un moment des montées sur là, pas mal des routes. Et après des redescentes quoi. Si ce couloir était un peu plus large, on pourrait peut-être éviter un peu plus de dénivelé, mais là, c'est les Montagna Roscoff. Il nous malmène ce couloir. La nourriture, c'est quand même, sur une aventure comme ça fait quand même du bien au mental et ça réchauffe le cœur quoi. C'est notre seul espoir. On cherche à se quinquer. Et tous les trucs sont fermés que le mercredi dans ce village. Oh, Roder. Donc à chaque village, on était là, allez, là on va trouver un petit truc réconfortant. Et souvent on regarde sur internet voir s'il y a des trucs ouverts et il se trouvait qu'à chaque fois c'était le mercredi fermé. Ou ah celui-là super il est ouvert, ah bah non pile on est dans les horaires où c'était fermé. Ah celui-là il a l'air ouvert et en fait on est arrivé sur place, fermeture exceptionnelle comme ça. Donc à chaque fois on va de déception en déception. Mais bon, j'en ai vu des gens heureux mais là... Et on arrive dans une boulangerie où on a mangé un croissant au bleu, tomate, avec de la béchamel, mais excellent.
Franchement, c'est d'un point de vue gastronomie, c'est le top de l'aventure, quoi. On se régale. J'en ai encore un super souvenir. Si je repasse dans le coin, forcément, je passe à cette boulangerie. Ça dit quoi, ces longues lignes droites en faux plat? C'est un régal. Voilà, Un régal pour les yeux. pas fâché avec le bonheur là. L'autoroute. Là, putain là. Après 90 bornes sur 5, on trouve enfin un chemin. On rentabilise les VTT. On aurait pu partir en vélo de route pour l'instant. J'ai eu peur. Première chute en vélo. Un petit mot? Bah, j'ai eu peur. Parce qu'il y avait des arbres ici. Oh, On est bien. putain, je suis bien là. Bonjour. On trek sur Truyère. C'est une belle ville. Allez, Coco, allez. C'est la fin de la 5e étape. Coco. Allez, allez. On a retrouvé l'assistance. Ça colle. C'est sa séance. Allez, on va le payer. Allez, accroche, Coco, accroche. La section trail qui arrive, je sais que ça va être une section qui va être exigeante. Le premier jour est long et le deuxième jour de cette section est long et très dur. On est dans le Cantal et on sait, on a identifié en avance, on a bien regardé les cartes, etc. Et on sait qu'on va se descendre des grandes vallées. Notre couloir, il nous impose de rester donc en ligne droite et ça nous fait descendre dans des vallées hyper encaissées de 200-300 mètres de dénive, remonter en face, redescendre, remonter. Début du Cantal. Bon, on attaque directement dans de la propriété privée. Hein. Ah bah tiens. Oh non. Mais là, c'est pas Oui. Mais ouais. elle est fermée. Bon bah on va essayer de passer là. On essaye de pas trop s'incruster chez les gens quand même. Ah bah là c'est bien. Bon bah ça fait un peu plus d'une heure qu'on est parti sur cette première section de 2 jours à pied à travers le Cantal, la section 3. Pour l'instant on a bien joué avec les bords du couloir. On a visité quelques jardins de maisons pour éviter, pour tendre un peu la trajectoire, mais Faut rien dire. ça restera confidentiel. Et heureusement, au moment où ça commence à être un peu dur, eh ben, on retrouve Mathilde, ma copine, et Marie, une très bonne amie à nous. Et ça nous fait vraiment du bien mentalement de les retrouver, partager des kilomètres avec elles. Du coup, on se retrouve en fait avec un gros troupeau vers la fin d'étape. On est quand même assez nombreux là sur toute la fin, donc on avance ensemble. Mentalement, ça fait du bien. Trotte reine rose. Ah oui. Il y a la compagnie créole. Ah, il y a une grimace. C'était déjà... Allez. Putain, j'avais pas vu. Quoi? Bon, moi faut que je fasse mon montage. Arrête. Moi, sur cette étape-là, et depuis 2-3 jours, la faim, elle se fait beaucoup moins sentir. Même au contraire, j'ai pas faim. Je suis vraiment obligé de me forcer à manger, à m'alimenter, que ce soit en journée ou que ce soit le soir. J'ai moins la sensation de faim que même sur une journée normale dans ma vie quotidienne, quoi.
Cette nuit, je me suis levé. Et en fait, j'ai faim la nuit. Du coup, je me suis déjà une première fois. Je m'étais fait un petit sandwich. Donc, j'ai mangé mon sandwich. Et après, 1 heure après, j'avais encore un nouveau faim. Et du coup, j'ai tapé dans les céréales. Et du coup, là, ce matin, il reste plus que ça à manger. Mais globalement, là, toutes les nuits, je me fais réveiller par la faim parce que j'ai pas un apport calorique suffisant. Le corps il queen quand même, il ramasse bien sur ces sections hyper exigeantes. Il faut quand même se battre un peu mentalement, épuiser un petit peu pour outrepasser cette douleur physique qu'on ressent, sans parler de celle du sac, des courbatures musculaires, etc. Mais des douleurs aux orteils, les douleurs à la bursite, à la hanche, etc. C'est pas évident et on se dit heureusement que c'est la dernière journée en fait. On sait aussi que c'est la dernière journée à pied, donc ça nous inquiète pas trop. Mais je pense qu'il avait fallu continuer comme ça pendant un moment, ça aurait pu être vraiment problématique. Aïe, aïe, aïe. Ah, ah, les petits doigts de merde, là. Bordel. Musée. Cette journée, elle est vraiment marquée par des gros passages très encaissés dans des grands rentrants, des grandes vallées où on se tape 200-300 mètres de dénivelé négatif pour descendre et on les remonte en face. Fleury, du coup, il oriente toujours avec les cartes IGN qu'on a utilisées sur toute l'aventure. Et moi, pour cette étape-là, j'ai pas mal orienté avec un deuxième type de carte. C'est des cartes LIDAR qui sont générées avec des infos où en gros, le principe, c'est qu'il y a un avion qui passe, qui envoie des rayons laser et ça permet de générer une carte très précise. Et ça nous permet surtout d'avoir des informations plus précises sur la densité de la végétation qu'on va rencontrer et sur les endroits où il y a des falaises et où on va arriver à trouver un passage ou non. Donc là, il faut qu'on arrive à suivre ce rentrant pour monter jusqu'à normalement un passage dans les falaises. C'est bon, je suis sauvé. Et il y a un moment où au milieu de cette étape, les copains, c'est la fin du week-end, ils retournent travailler, alors que nous, on continue notre aventure. Eh, c'est plat, là, hein. Allez. Je crois qu'on a laissé le moral avec les copains dans le camion là-bas. Les prises de décision sont dures. Pour 2 choix de merde, on hésite. On vient de débattre pendant 45 minutes avec aucun argument. On avance. Non mais là c'est pas humain. On en est à notre 855e clôture et là il commence à les tripler. Il y a un fil, le barbelé et le double fil. On se bat. Oh là c'est beau à voir le sac qui se coince dans la clôture. Et donc là, on arrive à Trizac. Et ce jour-là, on n'a pas réussi à trouver d'hébergement en ligne. On a poncé tout Internet et on n'avait pas trouvé d'hébergement. Et on finit par arriver dans une station-service où il y a un élu local qui nous dira « bah oui, venez » et qui nous ouvre super gentiment les appartements de la commune. Et où ça nous a vraiment fait du bien de tomber sur ces gens-là et aussi d'avoir un toit, mais surtout de voir des gens humains, quoi. C'était vraiment cool. Bonne fin de journée. Là, du coup, on va bientôt attaquer ces 4 jours de gravel. Le gravel, du coup, c'est un peu un entre-deux entre un vélo de route et un VTT. Sur ces 4 jours, il y a quand même 2 gros moments marquants. Il y a une traversée de la Loire où il y a 350 mètres, où on a prévu de nager Donc nous, nager et attacher nos matelas de bivouac et poser nos vélos dessus. Ça, c'est le programme. Et on a aussi la traversée de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.
Donc ça, c'est des choses un petit peu où on a forcément du doute un petit peu sur ce qu'on va vivre à ce moment-là, mais on a hâte en fait et on est excité à l'idée d'y aller quoi, et de découvrir un petit peu ça. Bon bah c'est parti pour cette 4e section, section gravel. Ouais. On en a pour, normalement on a prévu 4 jours. 200 bornes par jour si À tout peu va près bien. 200 bornes par jour. Normalement une première grosse journée aujourd'hui de 230 km pour pouvoir aller dormir chez un copain. On a eu la chance d'avoir François qui nous rejoint aujourd'hui. Il vient du Sancy, c'est vrai qu'hier on le voyait bien le Sancy. Ah ouais. Donc Traversé mon jardin, la plaine de mon jardin. Ouais. Mais c'était pas dans le couloir de 5 km donc on pouvait pas dormir chez toi. Pas manger la trufade. Pas manger la trufade. Ah, t'as froid. Ça m'irrite. Ah merde. Ouais. Sur un coup de moins bien, on a failli sortir du couloir. Payot il commençait à partir tout droit. putain, le robinet du cimetière qui s'allume pas, il m'a mis dedans. J'ai voulu repartir et on a eu chaud là. Là c'était l'autoroute du bonheur en dehors du couloir quoi. C'est terminé là. Voilà, on n'est pas passé loin. Allez, on s'y remet là. Il reste. On a fait que 70 bornes, en fait on n'a même pas fait un tiers. Ça fait quasiment 4 heures qu'on est parti. On n'en peut plus. Le moral est à la baisse là. Il y a du soleil. Mais j'ai plus mes lunettes je crois. Elles sont restées à l'Intermarché. La fatigue se fait sentir. Et donc là il y a 2 options, soit j'y retourne, mais ça fait 10 bornes gratuites en sachant qu'on avait déjà 230 bornes à faire, qu'on savait qu'on allait pas arriver tôt. Soit je dis à Corentin d'aller le chercher, on savait qu'il n'était pas très loin, mais par contre, dans les règles qu'on s'était fixées, ça c'est de l'assistance quoi. S'il vient les chercher et qu'il me les donne, c'est tricher quoi. Bon, ça fait 150 bornes quasiment qu'on est parti. Là, on se tape des descentes et montées dans des... pas énormes, mais 200 mètres de D+. C'est long, ouais. Ça va, comment le genou faire? Ça va, ouais, j'ai mal au genou, moi, ça me fait chier. Quand je me mets en danseuse, du coup, je fais gaffe. Si je mets trop de force dans le quadri, j'ai une décharge en quadri. Et faut que je fasse gaffe. C'est dur, j'en chie, mais je suis quand même content d'être là. Le projet il continue de garder du sens pour moi. On est quand même bien privilégié de pouvoir profiter de tout ça. Ah, il cavale, hein. Ça nous fait du bien, on sait que là il doit rester, je sais pas exactement, mais il doit nous rester 50-60 bornes. Et donc assez vite on met les frontales, on continue de nuit. Oui. Bon, ben, voilà. Du coup, on essaie juste de regonfler pour qu'ils finissent. Parce que c'est pas non plus plat, c'était pas plat. Ok. Et où c'est que t'as crevé? Je sais pas, dans la ville, moi je vais mettre une cartouche, ça me casse le bien. 3 km de l'arrivée, je pense, on était vraiment à pas grand chose. Du coup, on a vraiment gonflé à mort juste pour finir l'étape. Et puis après, l'idée c'était de changer en arrivant chez Léo. Et donc on est arrivé tard, ça a fait une grosse journée. Mais c'était une belle première journée sur le gravel. Et on s'est dit quand même, le gravel c'est quand même pas gagné. Si on a d'autres parties hors sentier, ouais, ça va être compliqué. Allez, 9e jour, 2e jour de gravel. Après les 230 bornes de hier, c'est la traversée de la Loire. Normalement on a prévu de nager, après on va voir. On voulait prendre les matelas de bivouac, faire avec du scotch, enfin les scotcher entre eux, mettre les vélos dessus et puis les tracter avec une corde. Bon, on vient d'avoir Corentin au téléphone. Apparemment il y a quand même pas mal de courants dans la Loire et le vent qui vont dans la même direction. Donc ça va pas nous aider à traverser. À la nage quoi. On va voir, il nous reste 2h30 je pense avant d'y arriver. Donc on a 2h30 pour trouver une solution. Déjà si on a une solution, on est déjà tout content. Hein. Ah non mais c'est bon, t'auras la solution avec 2 pagaies. Putain mais c'est beau. Bah... Et Fleury, t'auras pas besoin de nager. Ouais. Il Il est content là. Là il est aux anges.
C'est vrai que le plan A, c'était nager avec notre radeau de fortune. Le plan B de Fleury, c'était d'attendre de voir s'il y a un bateau qui passe. Moi, j'y croyais pas trop. On a pu avoir un canoë grâce à Guigui, merci. Et Corentin qui allait le chercher. Donc qu'est-ce que tu fais, Payot, là? Et la place devant pour mettre les sacs. Ouais. On est parti. Allez, regardez-moi ça, ce qu'on a devant nous. Le courant a l'air fort en chocolat quand même. Et non, c'est pas ça normalement dans un bateau, Fleur. Non. Allez, pagaille, pagaille, et ça pagaille. Allez, donne de ta personne un peu. C'est pas toi le chef, bordel. Là, il y a une autre entrée là-bas. Allez, allez, on y met. Allez. Allez. Allez, allez, encore. Non. Ah non. Je vais me taper les arbres. Allez, on est arrivé. Sur un complet. On l'a traversé cette Loire. Ah, On l'a eu. on l'a eu. Mais on s'éternise pas parce qu'il nous reste des bornes. Et je pense que encore une fois, c'est des bornes qui sont dures. Pourquoi on n'a pas fait Azimut Sud, bordel? C'est terrible. On serait déjà arrivé avec Azimut Sud. C'est pas humain là. Ce vent n'est pas humain, bordel. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? C'est vraiment abominable. Quand on a du vent de face, il y a des moments où je me mettais à bloc et on était à 10-12 km/h. En fait, on a une prise au vent qui est grosse avec les sacs, les sacoches, etc. De mon côté, c'est la pire journée pour moi. Enfin, elle est dure dans le sens, enfin mentalement elle est dure et avec le vent de face, ça la rend vraiment plus dure. Je me souviens qu'à la fin de cette journée-là, je suis quand même bien fatigué, quoi. C'est le reste du midi. C'est bon. J'aurais dû manger il y a 1 heure, mais. Qui t'aurait évité d'être en hypo sur la fin. Ouais. Ah ouais. Je me dis, j'espère que les prochains jours, je regarde la météo tout le temps en me disant, j'espère que les prochains jours, il y a plus de vent de face, quoi. Oh putain, il est déjà là, ce con. Il est déjà là. On sera 3 aujourd'hui. Belle ligne droite au programme. Jour 10, il y a 205 km au programme, 1500 mètres, donc très plat. Et surtout, on a toute la région parisienne à traverser et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Moi, je me sentais pas bien dans cet environnement urbain comme ça, où il y a du monde partout, il y avait du trafic, etc. C'est aussi ça qui fait la beauté de notre aventure, quoi. C'est de voir un peu tout ce qu'il y a en France, d'aller du point le plus au sud au point le plus au nord, en traversant un peu tout ce qui d'un point de vue géographique, urbanisme, etc., couvre le territoire français. Et... On est quel terminal déjà, Fleur? Le 1, ok. On arrive à l'aéroport. Tunnel de Roissy. On est sur des vieilles bandes d'arrêt d'urgence un peu avec des voitures qui roulent très très vite à nos côtés. Charles de Gaulle, c'est fait, c'est coché. Il y avait la route, ça passait. Il y avait des camions un peu, mais ça passe. Et à un moment donné, il y a eu les flics. Oui, j'ai eu tellement peur. Si, c'est pour nous ça. Oui, oui, et il est passé à bloc, je me suis dit, wow, il est offensif. Un petit, ils s'en branlaient. Ils s'en branlaient. L'autoroute A1. Ah, il y a un avion à droite. Il y aura eu ton avion. C'est toujours là, quand tu passes un peu l'objectif de ta journée,
mentalement, tu reprends un coup de moins bien en disant ah ouais, en fait il me reste quand même 80 bornes là pour finir ma journée. Charles de Gaulle, c'est fait. Maintenant, il y a de la route toute droite. On va encore bien s'amuser. Il a mis ses écouteurs. Je vais pas l'entendre du voyage. Attention à la tête. Terminé s'il va à gauche là, parce que là, juste là, il y a le couloir. Couloir ouest. On se demande si on a pris le bon itinéraire, enfin même on pense qu'on n'a pas pris le bon itinéraire. Faire un itinéraire avec un peu moins de chemin, surtout un peu moins de dénivelé. Donc bon. En tous les cas, maintenant qu'on est parti sur celui-là, on n'a plus trop le choix. Payot. Ouais, sur la même roue. Deux fois Deux fois à 5-10 km de l'étape. bornes de l'arrivée, bordel. Et finalement moi aussi j'ai eu un souci mécanique puisque j'ai ma roue qui était mal fixée, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des vitesses qui croustillaient. Il croustille de Vu Kellogg's. que la roue, bah, ça Et c'était oui, sorti, tu quoi. m'étonnes que la roue elle touche. Oh bordel! Là que c'est sorti. Pas envie de pédaler. Ouais. J'ai la flemme. Je sais pas si c'est le fait que ce soit le dernier jour, si c'est le fait que il n'y a pas d'objectif aujourd'hui. Il n'y a pas d'objectif. Il n'y a pas d'intermédiaire. On se dit pas, tiens. Moi, si le côté objectif intermédiaire, c'est la blanche, tu vois. Mais on sait pas quand elle arrive en fait. Ouais, mais justement. Puis j'ai ça pas motive faim à surtout. aller. Ouais, à ce rythme-là, on sera. Dans 6 heures. Certes, on peut se dire c'est le dernier jour, trop bien, un peu euphorique de terminer et tout. Moi, mentalement, au final, ce jour-là, c'est presque un des plus durs. Bon moi je sais que j'ai toujours des douleurs un peu au genou mais ça se gère, mais je sais que ça me tiraille, ça m'envoie toujours des décharges de temps en temps. Donc globalement je pédale quand même beaucoup plus sur la jambe gauche que la jambe droite. Et du coup forcément ben, c'est un peu problématique pour avancer vite mais ça va. Qu'est-ce que c'est monotone? On commence à y avoir un peu de fatigue et pour l'instant on tient notre objectif de bien rester dans ce couloir de 5 km qu'on s'est fixé. Sur le dernier jour du coup on s'est vraiment dit de rester hyper vigilant jusqu'au bout et que tous les deux on soit en maîtrise sur l'orientation pour qu'on reste dans ce fameux couloir et qu'on réussisse le défi quoi. La confiance n'exclut pas le contrôle. C'est la somme La somme, ouais. de tout ce qu'on a fait. Quand on voit des terrils, c'est que ça commence à sentir bon quand même. C'est timide comme arrivée donc. Oui, on y est bien là. On y est bien. C'est officiel. C'est nickel. Azimut Nord, terminé. Terminé. Bon, merci Fayot. On a fini notre Azimut Nord en respectant les règles qu'on s'était fixées. Donc on arrive à finir à deux, on a avancé quasiment à la même vitesse tout le long, on s'est super bien entendu, on a passé des super bons moments, que ce soit avec lui ou avec Corentin qui était aussi à l'assistance et puis tous les copains qui sont venus.
Donc on a vraiment vécu des super moments sur cette aventure. On a découvert de super paysages aussi en France. De partir des Pyrénées dans les montagnes avec de la neige, de passer dans des petits villages pas abandonnés, mais tout petits, où il y a une petite communauté de gens hyper humains, de passer dans des belles vallées, des beaux sentiers, du hors-sentier, les champs du nord de la France, etc. Partout en fait, et pas forcément que dans les endroits hyper touristiques ou les endroits hyper renommés pour faire du sport nature ou comme ça. Au final, ils ont mis 11 jours, 1334 km parcourus et 23 400 de dénivelé positif. Ils ont traversé 19 départements sur 7 régions différentes. Donc ça fait quand même une bonne tirée. Il y avait vraiment un sens de traverser la France tout droit en azimut dans un couloir de 5 km. Je sais pas, ça me parle. Peut-être pour les gens, ça peut paraître un peu con, mais finalement, quand on voit les retours, je me dis que ça a parlé quand même à pas mal de monde. Donc si ça peut inspirer des gens, tant mieux. Je pense que des fois, on a des idées qu'on n'ose pas forcément mettre en place. Et en fait, on gagne en confiance, en fait, à force de faire de projets comme ça. Des fois, c'est des plus petits projets, hein. Ça peut être des trucs tout bateau, mais traverser un petit massif, partir en bivouac sur 1 ou 2 jours, des choses que qu'on s'imagine pas forcément capable de faire ou qu'on a envie de faire mais qu'on n'ose pas trop parce qu'on a un petit peu peur. J'ai découvert des limites ou en tout cas un état d'esprit que je soupçonnais pas forcément, d'être vraiment positif dans les moments durs, etc. En fait, dans la difficulté, on se rend compte que sur le moment même, on n'a pas envie de revivre ce moment-là ou pas envie même de le vivre. Mais derrière, tu sais que c'est un moment dont tu vas te souvenir parce qu'il t'a marqué et tu vas en tirer des anecdotes, tu vas en tirer des choses à raconter et ça c'est un moment de vie là qu'on se crée en fait sur ce genre d'aventure.